Donc c'est parti pour cette première partie de formation vidéo qui va traiter de la blockchain et des crypto-monnaies en général pour essayer de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement. Donc on va dire ces deux notions reposent sur la décentralisation. Donc aujourd'hui on connaît un monde très centralisé où les banques ont le monopole de notre argent leur appartient entre guillemets. Il y a eu des exemples, par exemple la Grèce en 2008 où la banque a ponctionné l'argent de leurs clients directement pour payer leurs dettes. Donc en fait, rien ne nous appartient réellement, tout est centralisé. Dès qu'on veut faire une transaction avec la banque, par exemple à plus de 2000, 3000 euros, généralement on est bloqué, on est obligé de les appeler, de se justifier, etc. Donc en fait, tout est vraiment, on va dire, contrôlé par nos États, notamment en France. On ne peut pas sortir des cases, on est obligé de rester vraiment et de suivre à la lettre ce qu'on nous dit. Et de plus en plus de personnes veulent un monde décentralisé où on a le contrôle sur notre argent, sur notre pouvoir d'achat, etc. Par exemple, ça peut passer aussi par les assurances, où on est obligé de passer par un organisme qui va assurer. Pourquoi on ne pourrait pas s'auto-assurer entre guillemets avec des millions de personnes en même temps? Et là, personne ne va prendre de frais comme l'assureur par exemple. Et donc en fait, c'est tout le principe de la blockchain et des crypto-monnaies, même on va dire crypto-actifs. Crypto-actif, c'est vraiment au sens large du terme. Parler là-dessus, donc c'est vraiment un actif financier numérique. Après, le monde de la blockchain et de la décentralisation, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le gros projet qu'il y a derrière, et il y a énormément de possibilités par la suite. C'est pour ça que les crypto-monnaies attirent beaucoup de monde, parce que c'est une manière d'investir dans cette nouvelle technologie de décentralisation. Donc voilà, pour imaginer un petit peu la blockchain, je vais surtout parler des crypto-monnaies, donc du financier pour simplifier. Donc par exemple, la blockchain, ça va être des blocs de transactions qui vont être reliés les uns les autres. En fait, la blockchain, on peut le comparer à un livre blanc où on va écrire chaque transaction depuis le début. Donc le Bitcoin a été créé en 2008 et on va dire depuis 2008, il y a eu des milliards de transactions et toutes ces transactions sont inscrites dans la blockchain. Donc il va y avoir une blockchain par exemple pour le Bitcoin, une blockchain pour l'Ethereum, une blockchain pour chaque crypto-monnaie. Pour simplifier, on va rester sur le Bitcoin. Donc toutes les transactions depuis le début sont écrites et personne ne peut tricher, on va dire. En fait, ça permet de vraiment sécuriser toute cette blockchain parce que comme il n'y a pas un organisme, par exemple un État, qui va réguler cette finance, ces crypto-monnaies, il faut bien que quelqu'un valide des transactions et c'est le principe de la blockchain en fait. Donc voilà, pour imaginer, on a un livre qui va justement permettre de suivre toutes les transactions depuis le début de la création du Bitcoin et tout le monde a accès à ce livre et des millions de personnes valident toutes les transactions en fait. Donc moi je peux avoir une copie de ce livre sur mon ordinateur, ça va prendre une certaine place, mais il y a plein d'industries, d'entreprises, d'institutions qui ont des copies de ce livre. Et comme des millions de personnes ont une copie de ce livre, personne ne peut tricher au final. Donc on va prendre l'exemple d'une transaction. On a une personne A qui va envoyer de l'argent à une personne B. Donc dans le monde classique, il y aurait un intermédiaire bancaire au milieu qui va valider si la personne A a son argent et si la personne B a bien une adresse valide. Si la banque valide, elle va faire la transaction. Elle va envoyer à la banque de la personne B. Et elle va prendre ses intérêts, que ce soit par un abonnement, une carte, une assurance habitation ou autre. Donc en fait, c'est un intermédiaire. Dans la blockchain, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc les intermédiaires, c'est nous-mêmes en fait. Et pour s'assurer que la transaction se déroule bien, que la personne A existe, que la personne B existe, que la personne A a bien les fonds, etc. Ça va être envoyé dans ce bloc. Et en fait, ce bloc va réunir des milliers de transactions. Donc par exemple, il y a 1000 personnes qui veulent envoyer de l'argent à des personnes différentes. Toutes ces transactions, elles vont être regroupées dans ce bloc. Ensuite, ce bloc va être envoyé sur le réseau. Donc accessible par tout le monde
et il y a des millions de personnes, on va dire des milliers de personnes qui vont valider cette transaction. Donc ça va être des mineurs pour la blockchain du Bitcoin, ce qu'on appelle des mineurs qui valident des transactions. Et sur d'autres blockchains comme celle de l'Ethereum, ça va être des masternodes. Donc mineur et masternode, c'est deux termes qui signifient valider des transactions, grossièrement. Donc en fait, c'est des personnes, moi je peux le faire, j'utilise des masternodes par exemple, pour faire fructifier mon argent. Et donc en fait, je vais valider des transactions. Et chaque transaction validée, je prends un petit intérêt, une petite commission, comme la banque, sauf que c'est à moindre échelle. Et par exemple, on a des exemples concrets où une personne envoie 15 millions de bitcoin, 15 millions d'euros en bitcoin, pardon, et à des frais ridicules, genre pour 50 centimes, ces millions d'euros sont envoyés à une autre personne. Et elle n'a pas besoin de l'autorisation de sa banque, d'appeler le maire, etc. On est possesseur de notre argent, on peut l'envoyer à qui on veut, quand on veut, de manière sécurisée. Et c'est ça qu'on veut, c'est la décentralisation, plus d'intermédiaires. Une fois qu'elle est validée, qu'elle est envoyée sur le réseau et que plein de mineurs ou de masternodes ont validé cette transaction, elle est ajoutée au livre blanc, donc à la blockchain, et donc le livre s'actualise toutes les secondes en fait. Chaque seconde, il y a des nouvelles transactions qui sont écrites sur le livre. Et tout le monde y a accès, et tout le monde peut vérifier l'authenticité de ce livre. Et ensuite, la personne B reçoit bien son argent. Et une transaction de 15 millions d'euros, ça peut se faire en même pas 30 secondes. Hein. La personne A l'envoie à la personne B, c'est validé par la blockchain, hop, elle a son argent. 30 secondes, c'est fait. Donc l'utilisation de la blockchain, j'en ai parlé, c'est pour des transferts d'actifs, notamment des actifs numériques, comme les crypto-monnaies. Ça peut être des transferts d'obligations, d'actions, etc. Mais ça peut aussi être la traçabilité de produits. Donc un exemple tout bête, mais par la suite ça viendra obligatoirement, tracer une viande, d'où est sa provenance, des fruits, de l'alimentaire. C'est en train de se développer énormément sur l'alimentaire. Donc en fait tout est automatisé. Cette viande, je sais pas, un code barre ou quoi, elle est scannée en Norvège, elle va être acheminée par un camion jusqu'en Europe. En Europe, elle est découpée, elle est vendue en France. Mais en fait, tout ça va être automatisé par la blockchain. Juste à scanner, hop, c'est envoyé à la blockchain, tout le monde valide ces données produits, et elles sont dans un livre blanc où tout le monde y a accès et peut voir la traçabilité d'un produit. Ça peut aussi être le cas pour voter, par exemple. Voter pour élire le maire, le président, etc. Notamment en Estonie où ils l'utilisent, c'est le vote numérique et ça repose sur le principe de la blockchain. Donc en fait, il faut que ça soit très sécurisé, un vote. Donc c'est parfait pour la blockchain. Vu que plein de personnes vont valider cette transaction, même si une personne, imaginons, essaye de tricher, il y aura 10 autres personnes qui auront la vérité, entre guillemets. Donc en fait, personne ne peut tricher sur un vote, par exemple. Sur les pays émergents où il y a beaucoup de corruption, la blockchain pourra permettre ça, d'éviter cette corruption et de vraiment valider les bonnes transactions sur des votes, par exemple. Et enfin, l'utilisation de smart contracts. Donc ça, c'est déjà présent. C'est des contrats intelligents qui vont remplir des conditions. C'est un contrat. Par exemple, sur une compagnie d'assurance, moi je suis un particulier, je souscris à cette compagnie, notamment AXA l'utilise. Si mon vol est retardé de plus de 2 heures, je suis remboursé à 50% du prix d'achat. Et en fait, à partir du moment où cette condition dans le contrat est remplie, ça va activer ce smart contract, ce contrat intelligent, qui va me rembourser la somme qu'il me doit. Ça permet d'automatiser. Parce qu'avant, il fallait justifier que notre vol était en retard, il fallait envoyer un recommandé à AXA, il fallait attendre qu'AXA nous réponde, nous contacte, etc. Ça pouvait prendre des semaines. Et maintenant, avec les contrats intelligents, ça permet de réduire ces temps, réduire des actions humaines, vu que c'est informatique et c'est validé par la blockchain, donc par plusieurs personnes, ça permet de réduire tous ces temps en fait.
Donc pour parler de crypto-monnaie, donc il y a les crypto-actifs, ça englobe beaucoup de choses. On va plus se concentrer sur les crypto-monnaies. Donc c'est des actifs numériques qui permettent de faire des échanges monétaires, de biens, etc. On entend souvent dire que les crypto-monnaies sont spéculatives. Pourquoi? Notamment en 2017, où il est passé le Bitcoin de 2000 dollars, il est passé à 20 000 dollars en 2-3 mois. Donc en fait, spéculatif, quand on dit un actif est spéculatif, c'est que sa valeur fondamentale ne reflète pas son vrai prix en fait. Et c'est ce qui s'est passé en 2017, fin 2017, où tellement il y avait de demandes, son prix a explosé, alors qu'au final, vu l'utilité du Bitcoin, il ne valait pas réellement ce prix-là. C'est pour ça qu'on dit que cet actif, les crypto-monnaies sont spéculatives, car en fait on leur accorde trop d'importance par rapport à ce que c'est. Sauf que maintenant, aujourd'hui en 2020, on sait que les crypto-monnaies sont l'avenir, notamment par la blockchain où il y a énormément de possibilités. Beaucoup d'entreprises travaillent là-dessus. Donc sur les petites monnaies, c'est spéculatif car il y a peu de volume d'échange. Par exemple, sur les bourses américaines, il y a des actions qui sont spéculatives, mais d'autres non, parce qu'il y a tellement de volume d'échange que l'offre et la demande s'équilibrent. Donc en fait, ça reflète grossièrement le prix de l'entreprise. En crypto-monnaie, le Bitcoin, ça reste spéculatif, mais comme il y a de plus en plus de volume d'échange, on sait que dans le futur, son utilisation, elle sera vraiment peut-être en valeur refuge comme l'or. Donc la spéculation se réduit de plus en plus et elle a vraiment un prix de base où elle ne pourra jamais descendre plus bas. Après, bien sûr, il peut tout arriver, mais la spéculation commence à l'écarter vraiment des crypto-monnaies. Et enfin, les crypto-monnaies, c'est aussi un projet qu'il y a derrière, donc c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple, une entreprise dans les crypto-monnaies se lance, donc elle a un projet fondamental derrière, par exemple pour une compagnie d'assurance décentralisée, imaginons, et elle peut faire une levée de fonds, donc ce qu'on appelle une ICO. Donc ça permet d'investir en fait dans cette entreprise en achetant son jeton, son token, ce qu'on appelle. Donc grossièrement, c'est une crypto-monnaie qui a pas beaucoup de volume d'échange au début. Et en fait, cette entreprise émet cette crypto-monnaie tout simplement pour attirer des investisseurs et qu'elle puisse développer son projet. C'est pour ça qu'on a des crypto-monnaies qui valent rien au début et des fois qui explosent parce que justement le projet qu'il y a derrière est très solide et les gens commencent à en entendre parler, ils veulent tout de suite investir. Donc c'est pour ça le fond du projet. Donc les crypto-monnaies, ça sert aussi on va dire de lever de fonds sur un projet. Donc là, c'est le site CoinMarketCap, vous pourrez aller checker juste après. Donc en fait, il référencie toutes les crypto-monnaies, il y en a plus de 2000 maintenant. Et il référencie en fonction du volume d'échange, en fonction de son évolution et en fonction du projet qu'il y a derrière. Donc on peut voir en premier, il va y avoir le Bitcoin, le plus de volume d'échange, ensuite l'Ethereum, ensuite on a le Ripple. Donc Bitcoin c'est on va dire la crypto-monnaie mère, l'Ethereum c'est la seconde avec sa technologie qui est en train de surperformer toutes les autres crypto-monnaies parce que beaucoup de petites crypto-monnaies s'attachent sur la technologie, sur la blockchain de l'Ethereum. Donc en fait l'Ethereum c'est vraiment une technologie à part. Ensuite on a le Ripple, on le considère un peu entre centralisé et décentralisé parce que beaucoup de banques l'utilisent. Donc oui, des banques privées, même des grosses banques investissent en crypto-monnaie. Même si c'est, on va dire, leur concurrent, entre guillemets, elles savent très bien leur avenir, c'est pour ça qu'elles investissent dedans. Ensuite, on a le Tether, l'USDT, c'est en fait c'est un stablecoin, ça va être une monnaie indexée sur le cours du dollar ou de l'euro, notamment le dollar ici. Donc en fait, cette crypto-monnaie ne bouge pas, donc elle n'est pas spéculative finalement, vu qu'elle est indexée sur le cours du dollar. Enfin, il y a des milliers de projets, on pourrait en faire une vidéo de 10 heures carrément,
tellement il y en a. Et pour suivre l'actualité, on va dire plus fondamentale, donc les projets en eux-mêmes, vous pouvez suivre Crypto Actu, donc sur Facebook ou Twitter. Et là, tous les jours, généralement, ils publient une ou deux publications. Et moi, juste, je check avec leur titre, par exemple, la Chine émet son stablecoin, imaginons. Et ben, comme ça, juste, j'ai en tête les nouvelles actualités. Et si j'ai envie de me positionner sur une crypto-monnaie, bah, je vais lire en détail l'article. Mais on peut vite s'y perdre parce qu'il y a tellement d'informations en même temps. Donc moi, je préfère suivre quelques chaînes comme ça. Je regarde juste les titres d'articles. Et après, j'y passe. J'y passe pas non plus des heures. Donc là, c'est le graphique d'évolution du Bitcoin. Donc en fait, le Bitcoin, il y en a 21 millions de Bitcoin au total possible. Et ils ne sont pas tous créés encore. Parce qu'en fait, là, il me semble que c'est à 19 millions qui sont créés. Et en fait, les mineurs qui valident des transactions, à chaque fois, dès qu'ils valident un bloc, ils vont avoir X Bitcoin pour eux, en commission. Et en fait, ces X Bitcoin viennent justement du minage. Donc en minant des transactions, ils vont être rémunérés en Bitcoin. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a une petite quantité de Bitcoin qui se crée. Et après, il y a le principe du halving day. Donc le halving day, c'est le jour où les mineurs, en gros, leurs salaires, ils sont divisés par deux. Donc en fait, imaginons au tout début, quand les mineurs validaient un bloc, ils gagnaient, moi je ne me rappelle plus exactement, mais peut-être 50 bitcoins. Ensuite, au halving day, il me semble que c'était en 2012, le premier halving. Donc, au lieu de gagner 50 bitcoins pour un bloc de transactions minées, ils en gagnaient 25. Ensuite, en 2008-2012, en 2016, il y a eu le deuxième halving. Au lieu de gagner 25 bitcoins, ils en gagnent plus que 12. Et là, en 2020, donc il y a quelques semaines, il s'est passé le troisième halving, où là, ils ne gagnent plus que 6,2 bitcoins par bloc de transaction minée. Donc en fait, ça permet à ce que la monnaie prenne de la valeur, car si elle est 2 fois plus rare à miner, à créer, ça crée le montée de son cours. Comme l'or est limité, c'est pour ça qu'elle prend généralement de la valeur, que c'est une valeur refuge. Et donc le Bitcoin se veut un petit peu, pour devenir ça à l'avenir, une valeur refuge. Pour prendre l'exemple, le Bitcoin a été créé en 2008 pour faire face à la crise qui s'est passée en Grèce notamment, et au subprime aux États-Unis. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en Grèce, leur monnaie ne valait plus rien. Il y a eu tellement une inflation que des personnes qui avaient 1 million sur leur compte en banque, au final, ces 1 million, au lieu d'acheter une villa, ils pouvaient seulement acheter un petit appartement. En fait, leur monnaie s'est tellement dévaluée qu'elle ne valait plus rien au final. Pourquoi elle s'est dévaluée? Parce qu'ils ont fait le phénomène planche à billets, c'est-à-dire qu'ils imprimaient des billets pour faire face à la crise. C'est ce qui se passe au coronavirus. Donc aux États-Unis, ils font la planche à billets, en Europe également. Donc il faut bien payer toutes les dettes. Les dettes, par exemple, l'État français a accordé des prêts garantis aux entreprises. Sauf que certaines entreprises ne vont pas pouvoir payer. Et l'État français a quand même autorisé ces prêts. Donc il faut bien qu'ils sortent de l'argent, ce qu'on appelle de l'argent magique. Donc ils ont imprimé des billets en masse. Et donc il y a sûrement un risque de voir la monnaie euro se dévaluer. Si tout le monde a 1 million d'euros, bah, personne ne voudrait payer sa baguette de pain 1 euro. Le boulanger n'accepterait pas, donc il augmenterait ses prix. Donc c'est ce phénomène que le Bitcoin essaye de casser, c'est-à-dire en limitant le nombre de Bitcoin à 21 millions. Donc plus il va être rare, plus de personnes en voudront, mais comme il sera encore plus rare à avoir, son prix va forcément augmenter. Donc c'est ce qui se passe à chaque halving, où le prix est divisé, on va dire quand ils valident des transactions, les mineurs, leur rémunération est divisée par 2. Donc en fait, pour qu'ils soient rentables, eux, faut que le prix il augmente.
c'est mathématique. Donc là, nous, on est ici. On a eu la crise, donc c'est un peu biaisé, la courbe a baissé. Mais ça va sûrement remonter pour le halving. Parce qu'après un halving, généralement, le cours augmente pour permettre une rémunération convenable aux mineurs.